Bonjour tout le monde et bienvenue à la Mentalité verte. Je suis Alex Tirel, le chef du Parti vert du Québec et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Ali Matouba, chef adjoint du Parti vert du Québec. Bonjour Alex. Bonjour. Donc au programme de l'émission aujourd'hui, Mark Carney vient d'être assermenté comme le nouveau premier ministre du Canada. À quoi s'attendre? Un recul pour la gauche? On parlera aussi de Trump qui est en chute libre dans les sondages alors que les marchés chutent eux autres aussi et la contestation monte, surtout auprès de Elon Musk et de Tesla qui a fait l'objet de vandalisme. Où s'en va l'administration Trump? On fera aussi le point sur la faillite de Northvolt ainsi que une mise à jour sur l'exploration minière à Lac-des-Plages qui semble continuer malgré l'opposition municipale. Enfin, on discutera du projet de déchets toxiques de Stablex à Blainville, où François Legault refuse de rencontrer la mairesse malgré les inquiétudes de la population. Donc, c'est un épisode chargé et c'est parti. Donc, premier sujet, le nouveau premier ministre Mark Carney est assermenté. Il a annoncé son intention de scraper la taxe carbone. Ali Matou, est-ce que tu penses qu'il serait mieux que Justin Trudeau? Je pense qu'il a un profil économique solide, ça on ne peut rien lui retirer. Mais son annonce sur la taxe carbone, là, ça envoie un message très contradictoire parce que quand on l'a présenté, il est perçu comme un défenseur des mesures contre le changement climatique, qu'il a même écrit sur l'urgence climatique, sur l'importance d'une transition économique vers une économie verte. Mais en annulant la taxe carbone, là, il retire un levier financier essentiel pour encourager les entreprises et les particuliers à adopter des comportements plus durables. La réduction de l'imposition sur les gains en capital va également dans le sens d'une politique économique plus conservatrice. Je peux dire que ça peut séduire l'électorat de droite, mais au détriment de l'agenda environnemental. Est-ce qu'il est mieux que Trudeau? J'espère que il va être un plus grand défenseur de l'environnement, qu'on ne va pas avoir des reculs, là. Ouais, c'est ça, parce que c'est quand même assez étrange vu qu'il y a quand même été quelqu'un qui a appuyé la taxe carbone depuis longtemps. Puis on a vu même dans l'élection avant-dernière là, que le Parti conservateur du Canada avait même renoncé son opposition à la taxe carbone. Fait que c'est fou de voir à quel point que ce débat sur une politique qui est bien fondée, mais qui est quand même minime là, en somme toute comparaison avec les changements climatiques, mais que ça soit aussi controversé, puis que il recule là-dessus, tu sais, je trouve que, comme tu as mentionné, c'est une erreur. Puis, évidemment, Mark Carney, c'est un banquier, hein, fait que, est-ce que les politiques vont être de gauche? Déjà, dans son discours, il a annoncé qu'il veut réduire des impôts sur les gains capitaux, fait que, je pense que ça va être un peu plus à droite que Trudeau, mais peut-être pas aussi loin que Pierre Poilievre. Fait que, dans ce sens-là, s'il peut gagner l'élection, c'est peut-être un plus pour la gauche. Oui, mais moi, ça me fait toujours du mal que quand on veut séduire l'électorat, soit on s'approche vers la droite, on a des politiques plus conservatrices, on a plus de recul. Je pense que sa stratégie va être comme que le Parti libéral soit réélu en majorité, là, quitte à scraper les acquis. Moi, je trouve que toujours, quand il y a un changement, on a des reculs, que ce soit sur l'environnement, les droits de la femme. Donc ça, c'est problématique. Il devrait continuer dans la lancée parce que les changements climatiques n'attendent pas et n'ont pas de couleur politique, là. Oui, exact. On peut maintenant parler de Donald Trump. Fait qu'on est tenté de témoigner là, des premiers 2 mois de sa présidence, puis toute une série de politiques radicales qui n'avaient pas nécessairement été annoncées durant la campagne électorale, dont des tarifs importants là, sur des biens canadiens qui vont faire augmenter les prix pour les gens aux États-Unis. Puis c'est quand même assez étrange vu que dans la campagne, il parlait de réduire les prix et non de les faire monter. Comment tu vois les premières 2 mois de sa présidence? Chaotique, imprévisible. Je pense que c'est un peu à son image, là. C'est imprévisible. Puis, je pense que et les marchés et les humains, on n'aime pas l'imprévisibilité.
Puis je pense que ça crée de l'anxiété, pas seulement au niveau des bourses, là, au niveau de tout le monde. Quand on voit qu'ils coupent l'aide humanitaire avec le programme USAID, c'est plein de femmes et de jeunes qui vont être impactés, qu'ils sortent l'accord du climat, c'est la planète toute entière qui peut être impactée. Donc nous, le Canada, c'est quand même l'allié des États-Unis, là, c'est la frontière, c'est même pas 1 heure, là. Fait que je pense que on retourne dans 4 ans d'imprévisibilité, d'incertitude et d'anxiété. J'espère qu'avec le chute des marchés, la grogne de la population, il va être plus prévisible, mais ça m'étonnerait. Ouais, parce que je pense qu'il est en train de jouer un jeu quand même assez dangereux, là. Les sondages d'opinion au sein même des États-Unis démontrent que sa popularité est en baisse. Puis j'ai vu même sur la question des tarifs, pensez-vous qu'il gère bien les tarifs? C'est comme 70% des répondants là, qui disent que non. Fait qu'à quel point il peut continuer là-dedans. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont investis dans le marché boursier, là, qui sont en train de voir leur fonds de retraite diminuer là, à cause directement de l'incertitude provoquée par Trump. Puis, tu sais, j'ai de la misère à lire son jeu parce qu'on dirait quasiment que c'est-tu sur l'émotion, c'est-tu une réelle stratégie ou c'est un truc narcissique où il veut absolument que tout le monde comprenne là, que c'est lui qui décide des tarifs et qu'il peut changer d'avis à tout moment. Moi, je dirais que c'est un mélange de tout ça. Peut-être, je pense que aussi on a beaucoup de travailleurs qui vont être impactés par ça, des petites entreprises, des PME, fait que je trouve qu'on navigue vraiment dans une ère d'incertitude et d'anxiété que j'espère que que McCartney va pouvoir faire un peu le contre-pouvoir, comme il a beaucoup de crédibilité au niveau sur la scène internationale pour son expertise économique. Et on va voir s'il a les compétences pour gérer une crise économique et que les premiers ministres aussi de toutes les provinces vont se serrer les coudes pour qu'on en sorte indemne. Là. Oui, exact. Non, beaucoup d'incertitudes. Puis je trouve aussi que, tu sais, il est en train de fâcher beaucoup de gens au sein même des États-Unis. Puis on a vu des manifestations contre Tesla, par exemple. Évidemment, Tesla a des cibles, tu sais, qui peuvent être pris chaque concessionnaire, chaque poste de rechargement. Il y a eu des actes de vandalisme et c'est le genre de choses, tu sais, qui pourraient faire un peu boule de neige et qui risque en fait une très grande mouvement de contestation aux États-Unis parce que, tu sais, dans les premiers mois d'une nouvelle présidence, surtout avec un mandat fort comme que Trump a eu, mais je pense que les gens, ils donnent le bénéfice du doute, là, tu sais, il a gagné l'élection et ainsi de suite. Mais là, le plus que tu avances, puis le plus que tu mets des gens en colère, le plus que tu risques d'avoir des très, très grandes manifestations. Donc, c'est à voir qu'est-ce qui va arriver là, au cours de cette présidence-là, parce que jusqu'à présent, c'est pas mal plus perturbatrice là, que son premier mandat. Ouais, je dirais que les 4 prochaines années vont brasser, Alex. Ça va brasser. Oui, oui. Peut-être une opportunité pour la gauche, justement, là, de reprendre des choses en main, puis d'avoir peut-être un candidat démocrate qui est un peu plus articulé, là, mettons, là, aux prochaines élections. Ça serait une bonne chose à voir. Puis, tu sais, l'avantage aux États-Unis aussi, c'est qu'ils ont quand même des élections à mi-mandat. Pour le Congrès, fait que tu sais ils sont quand même redevables aux 2 ans plutôt qu'à tous les 4 ans comme au Canada. Fait que, en tout cas, j'essaie de garder espoir là, tu sais, faut pas être trop pessimiste là, puis regarder plus les opportunités que ça donne pour la gauche plutôt que tous les problèmes que ça impose. Je voulais parler aussi du dossier Northvolt. On a fait tout un épisode du podcast là-dessus. Pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, là, Northvolt, c'est une compagnie de batteries multinationale là, qui a reçu beaucoup d'argent là, du gouvernement du Québec et du Canada pour construire une usine en plein milieu humide sur la rive sud de Montréal. Et il paraît que là, ils sont en train de faire faillite, Alimatou? Ouais. C'est un choc, là, mais ce n'est pas une surprise totale. Là. Je pense qu'on a eu des signes précurseurs de difficultés, de dépassement de coûts. On a vu que la société mère en Suède a fait faillite, mais la filière nord-américaine a dit qu'elle peut s'en sortir, là, mais ce
qui est vraiment préoccupant, Alex, c'est que le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec ont investi 7 milliards de dollars dans ce projet, ce qui n'est pas rien, là. C'est un montant colossal d'argent public et qui a été présenté comme un investissement stratégique pour positionner le Québec, le Canada comme un leader dans la transition énergétique. Aujourd'hui, avec la faillite de la maison mère en Suède, ce projet, on s'entend qu'il est fragilisé là, et le risque de perdre cet investissement là est bien réel. Personne ne peut nous faire croire que oh non, ça va aller là. Je pense qu'aussi le manque de transparence dans la gestion de ce projet-là, il faut en parler parce que le gouvernement n'a pas fait preuve de vigilance assez, je me dirais, dans le suivi du projet. Je pense qu'on a vu seulement l'investissement, les coûts, on a même vu que l'analyse environnementale a été comme mise à l'écart pour avancer là. Je pense qu'il est modifier les lois pour ça, pour lui donner une passe libre. Exact. Alors que là, ça risque de tomber à l'eau. Je pense qu'il est inacceptable qu'un investissement aussi massif ait été fait sans garantir une stratégie de sortie claire en cas d'échec. Mais là, j'ai pas l'impression, en suivant l'actualité, qu'il y a une stratégie de sortie en cas d'échec. J'ai écouté le maire de Saint-Basile-le-Grand qui disait que le développement de la région ne comptait pas juste sur Nolvoort, mais quand même, là, il y a des condos qui sont en construction. On attendait beaucoup d'employés dans la région, là. Fait que je pense que on est dans un terrain super glissant et qu'il faut faire preuve de prudence avant de continuer à injecter d'argent public dans un projet qu'on ne sait pas s'il va être viable ou pas. Ouais, surtout que 7 milliards, c'est quand même une somme astronomique, là. Je veux dire, le gouvernement n'a même pas mis autant d'argent dans le REM que ça. Puis c'est un réseau de 67 km, là, avec une trentaine de stations. Imagine, moi, je pense que le REM aurait été un meilleur investissement là, que ce projet-là de Northvolt. Puis, je veux dire, 7 milliards, c'est assez pour avoir le transport en commun gratuit pour tous les gens sur l'île de Montréal pendant 10 ans. C'est exact. Ou une nouvelle ligne de métro. Je pense que ça montre beaucoup sur les priorités, là. Puis là, j'espère que le gouvernement a vraiment un plan d'urgence, là, parce que sinon, c'est une trop grosse somme d'argent public qui va partir en fumée, là. Ouais, il faut surveiller ça. Un autre enjeu de grande importance là, pour le mouvement écologiste au Québec, c'est le projet Lokimo. Donc, c'est un projet minier qui avait été proposé en Outaouais, en fait sur la frontière avec les Laurentides, dans la municipalité de Lac-des-Plages. Il prévoyait une mine à ciel ouvert de 2 km de long pour aller chercher des matériaux pour la défense américaine, là, ironiquement, puis aussi les véhicules électriques. Mais il y avait tout un mouvement citoyen de contestation qui ont fait en sorte que le premier ministre François Legault a annoncé qu'il était pour retirer le soutien du Québec pour le projet. Mais malgré ça, il semble qu'il y aurait quand même des travaux d'exploration qui voudraient aller de l'avant. Puis, il y a la municipalité de Lac-des-Plages et d'autres municipalités avoisinantes qui ont carrément adopté des motions au conseil municipal pour bloquer le projet et bloquer l'exploration qui va de l'avant. OK. Ben, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, certainement. Donc, c'est ça. Fait que c'est tout un mouvement citoyen qui s'est conçu autour de ça. Tu sais, les gens, ils habitent dans cette région-là pour différentes raisons, mais tu sais, je l'ai connu un peu avant même le dossier de la mine. Puis, tu sais, c'est un lac là, tu sais, qui est vraiment en très bon état environnemental. Il y a des gens qui ont des chalets là-bas. Il y a pas vraiment d'industrie lourde là, dans le coin. Puis c'est un milieu sensible aussi, parce que, tu sais, dans les montagnes des Laurentides, t'as beaucoup d'eau de surface, de très grande qualité, puis c'est pas vraiment le meilleur endroit, là, tu sais, pour faire des mines à ciel ouvert, là, tu sais, qui vont toutes détruire, là, tu sais, en permanence le paysage. Puis, à t'entendre, Alex, là, je sens qu'il y a une tension croissante entre développement économique et respect des décisions locales, que ce soit un peu on voit un peu dans les petites municipalités, avec le développement,
c'est comme si le besoin de croissance d'économie bafoue les droits et même les capacités et l'autonomie des décisions locales. Oui, puis surtout la loi sur les mines au Québec là, qui permet un peu à n'importe qui d'aller faire des claims là, d'exploration minière là, pour même pas des grands montants d'argent. Puis ces gens-là, ensuite, là, si on a accès à la propriété, ben, ils sont capables de mener des travaux. Dans le cas de Lac des Plages, là, ils parlent des travaux de dynamitage. Fait que souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de cartographier les roches là, en dessous de la terre. Fait qu'ils vont étaler des micros à terre. Puis là, ils vont faire exploser une charge de dynamite en dessous de la terre. Puis là, ils vont écouter les rebondissements là, sur les roches et commencer à cartographier là, ce qui est là. Fait que c'est des choses qui sont quand même assez dommageables pour l'environnement, même si c'est pas une mine à ciel ouvert, c'est quand même des trous qui sont percés, puis des déchets qui sont laissés sur place, etc. Et aussi, c'est que le plus que l'exploration avance, le plus que tu as de chances qu'une compagnie vienne construire une mine là, à cet endroit-là. Fait que des fois, c'est mieux de pas regarder ce qu'il y a dans le sol, là, question d'éviter d'avoir la pression justement pour faire une mine. Puis, les gens de la région, je pense pas qu'ils ont grand intérêt au développement économique dans ce sens-là. C'est peut-être stratégique pour le Canada ou le Québec de développer certaines ressources minières, mais les gens sur place, ils ont absolument rien à gagner avec ce projet-là. Et c'est pour ça, notamment, que l'opposition citoyenne, elle est tellement forte qu'elle s'est même fait entendre au sein du gouvernement Legault qu'il faut dire, qu'ils sont souvent pas très, très favorables à l'environnement. Puis je pense que maintenant on passe l'acceptabilité sociale des projets, même si c'est pas là, je pense que les prospecteurs, le gouvernement, là, ils passent outre que ça. Est-ce que pour faire ça, le dynamitage, est-ce que le ministère de l'Environnement était impliqué? Il y a peut-être certaines autorisations qui sont faites, mais certainement le gouvernement du Québec est capable là, de bloquer si elle souhaite le faire. Je veux dire, ils sont capables de modifier la loi sur les mines, les lois sur l'environnement. Fait que, ils peuvent faire ça. Mais c'est quand même le Far West encore là, au Québec là, pour des questions de mines. Puis il faut changer ça, les gens à Lac des Plages, ils ont eu une campagne où les gens affichaient carrément sur leur terrain des affiches là, en disant que cette région est incompatible avec l'activité minière. Puis ça, il faut quand même le reconnaître là, que c'est pas à côté des sources d'eau potable et eau de surface de grande qualité là, qu'on devrait être en train de construire des mines à ciel ouvert. Selon le Parti vert du Québec. Je pense que ce qui m'amène à te poser, tu en avais parlé à l'énoncé, là, le projet controversé de Stablex aussi, et surtout le refus de Legault de rencontrer la mairesse de Blainville. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet-là? Oui, fait que ça, c'est un projet dans la ville de Blainville, juste au nord de Montréal. Puis, il y a un centre de déchets, d'enfouissement, qui souhaite agrandir ses installations, donc raser carrément un boisé de grande importance pour faire un tas de déchets. Puis, les déchets qu'ils voudraient mettre là-dedans, c'est des déchets toxiques. 50% viendraient des États-Unis. Et à l'intérieur des États-Unis, il paraît que les compagnies sont obligées là, d'assurer le traitement en continu, en perpétuité là, des déchets, mais que si les déchets là, ils quittent la frontière des États-Unis, mais soudainement, là, on n'a pas des règlements aussi costauds au Québec. Là. Fait que là, ils voudraient, c'est ça, implanter ce tas de déchets-là, qui va quand même générer une certaine toxicité, là, qui va probablement se ramasser dans l'environnement. Donc, il y a une manifestation samedi pour ça. Puis, il y a la mairesse aussi qui a rejoint le mouvement citoyen contre ce projet-là et qui avait une rencontre prévue avec le premier ministre la semaine passée. Puis, ça a été annulé à la dernière minute. Là, puis, il semble que Québec, là, veulent aller de l'avant, là, malgré les impacts sur l'environnement, malgré l'opposition locale et malgré le fait qu'on est en train d'importer des déchets toxiques des États-Unis là, au moment qu'ils nous mettent des tarifs dessus et tout ça. Puis ça me fait penser aussi au dossier de Glencore à Rouyn-Noranda où là aussi c'est des déchets ou du recyclage importés souvent d'ailleurs.
Là, ils font fondre les métals et tout ça, mais ça fait des émissions de arsenic et de toutes sortes de produits chimiques. Ils ont trouvé de l'arsenic là, dans la nature à 150 km là, du site. Puis il y a tout un quartier là, qui va devoir être déménagé là, parce qu'ils sont trop proches de ces émissions-là. Fait que dans les deux cas, tu sais, c'est quand même assez particulier qu'on soit en train d'importer des déchets. Je pense qu'il faudrait peut-être suivre l'exemple de la Chine qui nous ont interdit d'exporter nos déchets là-bas, mais on devrait passer une loi pour interdire l'importation de déchets au Québec. Oui, définitivement. Là, je pense que ça n'a pas de sens là, parce que déjà que les déchets, on les exporte, puis là, nous, on reçoit, puis... je pense que c'est tellement déprimant quand on voit que l'environnement passe toujours en second plan. Mais pour qu'on termine sur une note peut-être plus positive, Alex, peut-être je vais te demander le train à grande vitesse qu'on a annoncé. Est-ce que c'est une réalité ou un rêve coûteux? Ben, je sais pas, hein, parce que, tu sais, ce train-là, sur le corridor Windsor-Québec, ils en parlent là, depuis tellement longtemps. C'est un peu comme la ligne bleue là, à Montréal. Là, il semble qu'ils sont en train d'affaire la ligne bleue là, pour de vrai. Mais ce train a été de grande vitesse a été annoncé tellement de fois là, que on perd connexion avec la réalité là, si ça va de l'avant ou non. Mais là, il semblerait que c'est de plus en plus sérieux. Puis on va voir dans la prochaine campagne électorale fédérale qu'est-ce qui va arriver avec ça. Et si ils vont aller de l'avant, là, parce que je pense que vraiment ça serait une priorité, puis je pense que les raisons que le Canada n'a pas une ligne de train à haute vitesse dans cette région quand même assez peuplée, hein, comme Oui. la majorité de la population canadienne est sur le tracé entre Windsor puis Ville de Québec, là, donc c'est logique qu'on aurait un train à grande vitesse, là, à beaucoup plus grande vitesse que les via rail et tout ça. Mais c'est l'industrie de l'automobile et aussi des avions, là, parce que des avions presque à toutes les heures là, entre Montréal et Toronto. Puis évidemment, là, si on aurait un train, je pense qu'il y a moins de gens là, qui prendraient l'avion, là, surtout si c'est un train qui se rend dans de 2-3 heures, puis tu peux pas obligé de passer à la sécurité, tu peux te faire déposer en plein centre-ville. Je veux dire, c'est quand même avantageux, là. Ben oui, si le projet se concrétise, ce serait vraiment un changement majeur dans la façon dont on se déplace là. Cela faciliterait aussi les échanges économiques, le tourisme entre c'est les deux plus grandes villes là, du pays. Puis un train rapide électrique permettrait aussi de réduire la dépendance au transport routier, tu l'as mentionné, aussi aux avions, grandes émettrices de CO2 là. Donc, je pense que c'est une idée séduisante. Je ne sais pas si on peut, Alex, par contre, se le permettre dans le contexte économique actuel. Ben, je pense que oui, là, je veux dire, l'argent est là, puis c'est une infrastructure qui est tellement important là, pour non seulement pour nous, mais pour les générations futures. Là, donc, en tout cas, j'espère que dans la campagne électorale, là, que tout le monde va s'engager derrière ça. Il n'y a aucune raison qu'on devrait se priver là, de ça. Puis, j'irais encore plus loin en disant que ça devrait être à gratuit ou à très, très bas tarif. Parce que les billets d'avion, tu peux les avoir parfois à 75$ pour aller à Toronto. Là, fait qu'il faudrait que le train là, il soit moins que 50$ certains là, entre Montréal et Toronto. Question que ça soit rentable de le prendre, là, même si l'alternative, c'est d'aller en voiture à 3-4 personnes. Il faudrait que malgré ça, que ça soit moins cher en termes d'essence pour se rendre à Toronto en train que comparé en voiture. Là, mais si c'est un service de luxe, là, comme Via Rail, avec des tarifs très très élevés, avec une mauvaise fréquence, avec des délais, des ruptures de service et tout ça, là, ça risque de pas tant bien fonctionner. Mais si tu regardes d'autres pays comme le Japon, la Chine, ils ont quand même des réseaux très très développés, ils réussissent là à rouler vite là-dessus, puis on réduit beaucoup là, la dépendance aux avions, là, surtout pour les courtes distances. Fait que j'espère que ça va aller de l'avant, puis il faut pas être déprimé là, même si on a des défis là, sociaux, environnementaux avec les États-Unis, au Québec aussi avec les différents projets qu'on a parlé là. Je pense que les gens sont en train de se réveiller, puis il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble là, pour faire du progrès.
Exact. Puis je pense que c'est au moment de crise et au moment d'adversité comme ça, les gens sont solidaires. Je pense que les valeurs de gauche sont plus parce on sent qu'on perd nos acquis. Fait que j'ai espoir pour la suite. J'ai foi aux gens et à la capacité de se serrer les coudes. Ouais. Ben écoute, merci beaucoup pour ta participation à l'Animateur. On a fait un format un peu différent que les podcasts habituels, mais je pense que ça a très bien fonctionné. Puis on va poursuivre des échanges similaires dans l'avenir. Merci. Bye bye. Bye.